tous, bienvenue à notre premier épisode du balado « Et si les trottoirs nous parlaient ». Je m'appelle Sandia et je suis avec Julien, mon co-animateur. Nous faisons partie du comité Saint-Sauveur Ensemble Solidaire, un groupe de citoyens-citoyennes préoccupés par la gentrification du quartier Saint-Sauveur. Aujourd'hui, on parle de la crise du logement et des hausses des loyers. Avec nous, on a Guillaume du comité des citoyens-citoyennes du quartier Saint-Sauveur et Sophie Loisel, une citoyenne engagée du quartier. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien. Bonjour Sophie et Guillaume. Vous pourrez me dire qui êtes-vous? Moi, c'est Sophie Loisel. Je suis une citoyenne engagée dans plusieurs luttes du quartier Saint-Sauveur. Je suis aussi, j'étais il n'y a pas si longtemps à la présidence du conseil d'administration du comité des citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Maintenant, j'ai laissé de la place à d'autres personnes. Puis toi, Guillaume? Moi, je travaille au comité des citoyennes du quartier Saint-Sauveur depuis quelques années. Je m'occupe beaucoup des questions des droits des locataires, tant défense des droits collectifs qu'individuels, entre autres choses, au comité. Bienvenue. Cool, ça. Sophie, on t'a invité parce qu'on sait que t'as vécu une hausse de loyer abusive et que tu t'impliques beaucoup dans le quartier, dans diverses luttes sociales. Depuis combien de temps que tu habites dans le quartier? J'habite dans le quartier Saint-Sauveur depuis 2020. Je suis emménagée avec deux de mes colocataires dans le quartier en pleine pandémie. Maintenant, ça fait 5 ans que je vis dans le quartier puis je suis à mon 3e appartement. Donc, j'ai vécu différentes situations en lien avec mon logement. Donc, merci de m'inviter à votre émission. Je suis vraiment contente de pouvoir partager avec vous. Ça fait plaisir. Puis toi, Guillaume, tu es là au nom du comité des citoyens. Peux-tu me parler un peu de ton organisme? C'est quoi la mission du comité? La mission du comité est quand même assez large, là. C'est d'améliorer la condition de vie des résidents et résidentes du quartier, puis plus particulièrement ceux et celles qui sont plus vulnérables, là, que ce soit face à l'aménagement urbain, soit face aux propriétaires, la crise du logement, etc. Depuis plus de 50 ans maintenant, l'organisme existe, qui s'est toujours mis du côté des résidents-résidentes pour lutter contre la destruction du quartier par la construction d'autoroutes ou les expulsions, la rénovation urbaine. L'idée, c'est de remettre du pouvoir entre les mains des résidents et résidents du quartier, puis leur donner une voix aussi, chose qui est plus difficile dans certaines instances du pouvoir, là, comme le municipal ou le provincial. C'est une noble cause. Notre première question est pour Guillaume. Il paraît qu'autrefois, il y avait une abondance de logements vacants et on offrait même 3 mois gratuits aux futurs locataires. On dit qu'aujourd'hui, on vit une crise de logement. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les causes et les effets dans Saint-Sauveur? C'est quand même une grande question. On parle beaucoup de gentrification dans le quartier, évidemment. Premièrement, on disait qu'il y avait des logements disponibles avant dans le quartier. Aujourd'hui, le taux d'inoccupation est en bas de 1%, vraiment en dessous de ce qu'on considère comme un seuil acceptable, là, qui est de 3%. Ce qui fait que les gens qui cherchent un logement, ils ont de la difficulté à en trouver. Parce qu'il n'y a rien, tout est occupé en fait. Tout à fait. En même temps, le quartier Saint-Sauveur est un quartier qui a amélioré son image, je peux dire, qui est devenu attrayant pour les commerçants, pour les gens un peu plus aisés et beaucoup plus aisés aussi. Donc, ce qui a causé une augmentation du coût des loyers. Depuis les 4-5 dernières années, on est dans les places que le loyer augmente le plus vite. Non seulement dans la ville de Québec, mais aussi à travers la province. Donc, en 2019, on était un des 10 quartiers où les hausses de loyer ont été les plus importantes à travers le Québec. Tout ça, ça amène une pression sur les locataires. Il faut dire qu'il y a 77% des gens qui habitent dans le quartier qui sont locataires. Donc, ça l'affecte énormément de monde dans le quartier. Je vois. Qui sont les personnes les plus touchées par la crise du logement? Évidemment, ce seraient les locataires, c'est eux qui la subissent le plus fortement. Les gens à faible revenu, comme il y a moins de logements, il y a moins de logements abordables. Souvent, nous, on le voit, là, les gens doivent déménager, aller dans des logements trop petits pour leurs besoins, trop chers. Puis ça, c'est quand ils en trouvent des logements dans le quartier, quand ils sont pas obligés de se
relocalisés dans d'autres quartiers, donc loin de leur milieu de vie, loin de leur emploi, leurs activités quotidiennes. Il y a comme une absence, fait qu'il n'y a pas de place pour eux. Là. C'est quand même assez compliqué là, comme contexte. Là. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des hausses de loyers, de logements disponibles et des effets sur l'itinérance dans Saint-Sauveur? Bien, comme je disais, les loyers augmentent quand même assez rapidement. Juste en 2023, là, la hausse moyenne dans le quartier était de 17 %, c'est quand même plus élevé que l'augmentation du coût de la vie. Donc ça, c'est un peu tout le monde qui le subit. Puis comme aussi, le taux d'inoccupation ben, est en deçà de 1 % depuis plus de 5 ans. Là, donc c'est quand même assez problématique. Il faut faire par contre attention parce que quand on parle du taux d'inoccupation qui est en bas d'1 %, c'est pour l'ensemble des logements. Si on regarde les logements qui coûtent plus de 1 100 $ par mois, le taux d'inoccupation, il y a 2 ans, était au-dessus de 3 %. Fait que c'est vraiment une pénurie de logements abordables. Puis abordable, pas la définition du gouvernement nécessairement, mais vraiment des logements accessibles qui manquent actuellement. Puis, inévitablement, une des causes de l'itinérance, c'est les évictions puis les gens qui perdent leur logement. Donc, avec la crise du logement, ben, on peut supposer que il y a de plus en plus d'itinérance là, qui en découle. Puis, on le voit de plus en plus dans le quartier. Là, c'est de plus en plus visible là, depuis il y a deux ans à peu près. Là. Tout à fait. Merci. On parle toujours de crise du logement là, depuis quelques années, là, mais une crise, là, ça a une fin. Là. Actuellement, là, c'est un problème systémique. C'est pas nécessairement juste une crise. Oui, ça va de mal en pis, là, mais c'est rendu plus grave qu'une crise. Là. C'est vraiment un système qui favorise la hausse des loyers, puis que les locataires moins aisés doivent quitter leur logement. Dans un contexte de crise, on le voit, là, il y a certains gouvernements un gouvernement, en fait, qui en profite pour passer certaines mesures pour faciliter la construction de logements privés et tout ça, au détriment des populations locales. Là, on est en train de se faire enlever le droit de référendum pour des projets. Donc, il faut faire quand même attention là, de ne pas tout se laisser passer sous le dos de la crise puis qu'il faut construire des logements vite, alors que c'est démontré que juste construire des logements pour construire des logements, ça ne l'atténue pas tant que ça, une crise. Puis si c'était ça la solution, ben je comprends pas pourquoi on est en crise alors que c'est ça qu'on fait depuis des dizaines d'années, construire des logements dans le marché privé. Donc, il y a toute cette réflexion-là, je pense, à avoir là, autour de la crise, là, si on veut vraiment agir pour le bien-être des populations locales. Toi, Sophie, en tant que citoyenne, comment tu vis la crise? As-tu eu des difficultés à te trouver un logement? Peux-tu nous parler un peu plus de ton expérience de hausse abusive? Oui, pour la première partie de ta question, je vis la crise, disons, de manière personnelle, un petit peu plus durement ces dernières années. Ouais. Je trouve que de plus en plus, justement, c'est visible que les locataires ont de la difficulté à se loger, que ce soit en voyant le nombre de personnes qui sont en situation d'itinérance. Moi, c'est vraiment quelque chose qui vient me bouleverser. Là. Dans les 2 dernières années, je passais sur Saint-Joseph, puis j'étais vraiment choquée à quel point il y avait des gens qui dormaient dans la rue puis qui n'avaient pas accès à des ressources en hébergement. C'est très, très vrai. Oui, puis moi, ça m'affecte. Là. Je trouve que le gouvernement, justement, il échappe complètement à une partie de la population, puis il n'est pas capable d'assurer que tout le monde ait accès à un toit. Je me sens vraiment indignée, puis ça nourrit beaucoup mes implications citoyennes. Ça m'amène à m'impliquer justement dans les regroupements nationaux en lien avec le logement, comme le FRAPRU puis le RECLALC. C'est ça, on dirait que justement, ce sentiment-là de, tu sais, il y a quelque chose qui est injuste qui est en train de se passer, ça m'alimente beaucoup. D'un point de vue en tant que locataire, tu sais, pour moi, disons que ça fait juste 1 an là, que je commence à me dire, hey, mes options en logement sont devenues plus restreintes parce que les loyers sont devenus très, très chers dans les dernières années. Mais c'est surtout d'un point de vue, tu sais, de justice sociale que je trouve que la crise est difficile à vivre en ce moment. Là. Puis ça va pas en s'améliorant.
Non, Non. c'est ça. Fait- C'est ça. Ben, pour la deuxième partie de ta question, moi, personnellement, mes difficultés à trouver un logement, c'est surtout, je pense que c'est le genre de difficulté que tous les locataires vivent en ce moment, de regarder des annonces sur Marketplace, puis de voir justement que la majorité des logements qui sont disponibles sont à 1300, 1500, 1600 $. Puis, tu sais, les personnes se demandent de plus en plus comment ils vont faire fitter ça dans un budget sans avoir à couper dans toutes leurs autres dépenses comme l'alimentation ou le transport. Non, c'est ça, le salaire minimum, ça... Les salaires, ils suivent pas du tout l'augmentation des loyers, ça, c'est clair. Puis, tu sais, justement, je parlais un petit peu plus tôt du gouvernement puis de son inaction pour les locataires. Ben, ce qui arrive en ce moment, c'est que les gens sont juste plus capables d'y arriver, là, avec le prix des loyers. Même les personnes de la classe moyenne, tu sais, ils trouvent que c'est difficile. On en a parlé beaucoup pendant les élections fédérales. Tu sais, il y a une crise du coût de la vie. Ça touche le logement, mais ça touche aussi d'autres sphères comme l'alimentation puis beaucoup de biens de consommation. C'est ça, les salaires, ils stagnent, puis pendant ce temps-là, la population s'appauvrit. On dit tout le temps que ton loyer, ça te ferait 30% de ton salaire, puis j'imagine qu'il n'y a pas grand monde avec un salaire en moyenne que c'est juste 30% de le loyer. Ben en ce moment, c'est de plus en plus difficile de trouver ça. Ouais. Puis moi, par choix, tu sais, j'habite en colocation depuis que je suis partie en appartement. Mais actuellement, je me rends compte que, tu sais, ça serait juste même pas une option, en fait, de me prendre un logement puis de vivre seule parce que les loyers sont devenus trop chers, tu sais. Ton expérience de hausse abusive, comment ça s'est passé? En fait, la situation, elle a commencé en 2022. J'étais déjà dans un appartement dans Saint-Sauveur depuis 2020. Et là, on a vu que le logement au 3e étage dans notre bloc, qui était remis en location. C'est un logement qui avait une terrasse sur le toit puis une 2e salle de bain. Fait qu'on regardait ce logement-là avec quand même beaucoup d'envie. Quand on a vu qu'il était en location, on était vraiment enthousiastes à aller le visiter. On a fait la visite de l'appartement, on est tombé en amour avec l'endroit. Fait qu'on a vite signé un bail avec notre propriétaire. Par contre, quand on a bien lu le bail, on a remarqué qu'à la section G, la section G, dans le fond, c'est l'endroit où est-ce qu'il est écrit le loyer payé dans les 12 derniers mois. Et on a remarqué que dans cette section-là, ça disait que l'ancien locataire payait 1218 $ et le loyer qui était affiché dans leur annonce, c'était 1350. Donc ça, c'est une hausse quand même de 157 $, ce qui est assez élevé. Une disposition qui est prévue, c'est que quand un locataire signe un bail et qu'il paye un loyer qui est supérieur au loyer payé dans les 12 derniers mois, il y a une possibilité de faire la demande pour une fixation de loyer dans les 10 jours suivant la signature du bail. C'est une procédure qui se fait au tribunal administratif du logement. Donc, on s'était informé par rapport à ça parce qu'on trouvait qu'une augmentation de 157 $, c'était assez élevé. Puis, ça laissait penser justement que le propriétaire, il ajustait le loyer en fonction du marché. Parce que le loyer qu'on occupait, tu sais, il était pas mal dans ces prix-là. Et ce logement-là, tu sais, il y avait eu plusieurs locataires qui avaient quitté, tandis que celui du haut, dans lequel on voulait emménager, lui, ça faisait plusieurs années que les gens y étaient là. Puis ça représente bien un phénomène où les propriétaires, ils en profitent quand les locataires quittent pour augmenter le loyer. Donc, tu sais, on s'est comme retrouvés devant cette situation-là. Puis, tu sais, moi, j'étais très consciente des enjeux de la crise du logement. Fait que j'ai fait appel au bureau d'animation et d'information logement pour le bail, pour savoir c'était quoi mes recours, c'était quoi les délais à respecter, si je voulais entamer la démarche, un petit peu c'est quoi les risques d'entamer ce genre de procédure-là. À ce moment-là, on m'avait vraiment informé que c'était possible de contester la hausse puis d'aller en fixation de loyer. Et c'est ça qu'on a décidé de faire. À l'époque, comme je disais, j'étais avec 2 autres colocataires. Donc, on a entamé le processus. Juste avant ça, on avait validé avec nos voisins que c'était bien le montant qu'ils payaient depuis qu'ils étaient dans leur logement. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il n'y avait pas eu de rénovation ou de changement majeur là, qui aurait pu justifier cette hausse-là.
Par la suite, on a eu un très, très long processus au tribunal administratif du logement. En tout, ça a duré 17 mois. Et oui. Pour avoir finalement un jugement pour diminuer le loyer. Fait que ça faisait, dans le fond, que depuis qu'on était emménagé dans le logement, on payait 157 $ de trop. Et les procédures au TAL étaient assez compliquées parce qu'on avait demandé de l'information à une employée. Puis on s'était fait induire en erreur pour les formulaires. Fait que ça n'allait pas très bien et il y a eu plusieurs remises d'audience au tribunal administratif. C'est pour ça que ça a été aussi long. Ah ouais, c'est un truc qu'il faudrait vraiment à améliorer au tribunal du logement. Mm-hmm. Oui, les délais longs, ça peut avoir un impact justement sur les locataires, sur leur motivation à aller chercher, à faire reconnaître leurs droits finalement, parce que si tu sais que ça va prendre quasiment 2 ans avant d'avoir un jugement, puis que tu n'es même pas sûr d'avoir une compensation à la fin, c'est assez décourageant. Est-ce que vous avez eu gain de cause? Oui, finalement, on a eu une entente à l'amiable avec le propriétaire. En fait, il s'était présenté à l'audience, puis il avait rempli le mauvais formulaire. Il chialait vraiment pour ne pas avoir à remplir le bon formulaire puis le déposer devant le juge. Donc là, il a essayé de nous proposer, en fait, une hausse de loyer qui était moindre, là. Je pense que ce qu'il avait proposé, c'était autour de 65 $ par mois. Nous, à ce moment-là, on était assez épuisés par toutes les audiences. C'était la 3e fois qu'on se présentait au tribunal pour ce cas-là. Donc, on a décidé de négocier avec lui puis de conclure une entente. Mais c'est ça. Là, ça, c'est vraiment le côté technique de la chose. Comment est-ce qu'on a fait reconnaître nos droits? Mais ce qui est invisible là-dedans, puis ce qui est inacceptable selon moi, c'est que les délais de traitement sont tellement longs des causes que les propriétaires, pendant ce temps-là, ils usent de toutes sortes de stratégies pour intimider les locataires. Du moment que tu as refusé ta hausse de loyer, les proprios, ils se mettent vraiment sur ton cas, puis ils essaient de trouver toutes sortes de moyens d'intimider. Là. Moi, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que mon propriétaire, il avait décidé de demander de ne pas déneiger mon stationnement. Fait que tout l'hiver, la gratte, elle passait, puis elle envoyait la neige dans un stationnement que je payais. Puis il avait fallu que je lui envoie une mise en demeure en disant que on avait un contrat pour que finalement il arrête de faire ça. Mais c'est ça. Les gestionnaires, ils usaient toutes sortes de stratégies. Des fois, ils nous appelaient, ils nous disaient qu'ils n'allaient pas renouveler notre contrat de stationnement ou toutes sortes de choses. Là. Ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ils font tout pour décourager pour t'encourager de quitter ton logement pour le tenir à quelqu'un d'autre plus cher. Oui, c'est ça. Puis quand ils nous appelaient, c'était vraiment en mode si vous enlevez pas votre plainte, on va vous retirer le droit d'utiliser un stationnement, on vous relouera pas. Fait qu'ils essayaient vraiment de mettre de la pression sur nous. Et ils nous avaient aussi convoqués à une rencontre, puis ils nous avaient offert un montant forfaitaire. Ils nous offraient 1 000 $ pour qu'on retire notre plainte du tribunal. Nous, on était vraiment convaincus qu'on ne voulait pas accepter ce montant-là parce qu'on trouvait que ça serait injuste que le loyer reste à 1 350 et que les prochains locataires assument des hausses encore plus importantes. Fait qu'on l'a vraiment fait dans un geste de solidarité envers les locataires. Moi, quand mon propriétaire augmente mon loyer, généralement, il me dit que c'est à cause de son hypothèque. Mais comment que ça se calcule dans les faits, les augmentations de loyer? C'est un calcul assez complexe, là. À la base, le propriétaire peut vous demander n'importe quoi comme augmentation de loyer. Puis, si vous ne défendez pas votre droit ou vous refusez pas, ça va être accepté. On ne peut pas revenir en arrière. Fait que ça, c'est la première chose à savoir, mais vous pouvez refuser puis rester dans votre logement. Après, la façon qu'il calcule, chaque propriétaire le fait comme il veut, mais le tribunal administratif du logement
a une méthode de calcul pour fixer les loyers. Donc, si vous refusez votre augmentation, puis que vous allez au tribunal, ben, le tribunal va appliquer la méthode qui inclut les hausses de taxes, les hausses d'assurance, les coûts des travaux qu'il y a eu durant l'année. Seulement ceux qu'il y a eu durant l'année. On ne peut pas aller chercher le 2 ans. Puis, on va regarder tout ça. Puis là, il y a des indicateurs. Les indicateurs varient à chaque année. Puis, ça nous donne un pourcentage d'augmentation. Fait que c'est sûr que plus il y a des travaux qui se font dans votre logement ou dans votre immeuble, ben la hausse, ça va être plus grande. Si les assurances augmentent, la hausse, ça va être plus grande. Puis, en plus de ça, il y a une part qui est quand même importante, qui est calculée sur la partie comme profit, qui n'est pas dans les dépenses courantes du logement, qui est ajoutée aussi. Donc, ce qui fait qu'on est dans une spirale inflationniste où les loyers augmentent, ce qui fait que l'année d'après, les loyers vont encore plus augmenter et que ça va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on change de méthode de calcul. Là. Fait que les profits que les propriétaires se vont sur le loyer vont augmenter de plus en plus. Oui, en quelque sorte. Ouais. C'est parce que le logement, en général, c'est vu comme un actif, un investissement. Ben, c'est vu comme un bien de consommation. Fait que, tu sais, un bien de consommation, c'est comme le livre, parce que je regarde ce qu'il y a autour de moi, là, mais, tu sais, la voiture ou n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui le consomment, qui en ont besoin, mais le logement, ça devrait être un droit, là, c'est un besoin essentiel, mais c'est vu comme une marchandise quelconque. Donc, il y a des gens qui en profitent pour faire des profits. Profit à la revente du bien, mais aussi pendant que les locataires payent des loyers. Tu en as parlé un peu tantôt, mais qu'est-ce qu'un locataire peut faire face à son augmentation de loyer? Ben, tu sais, il peut essayer de calculer la hausse, là, parce que les chiffres sont quand même disponibles sur le site du tribunal. Nous, comme organisme communautaire, le comité logement, ils peuvent nous appeler, puis on les accompagne, là, puis on essaie d'estimer ce qui serait une hausse acceptable. T'sais, dans tous les quartiers, pratiquement, il y a des groupes qui font ça. Puis après, ben, si les locataires ne sont pas d'accord avec l'augmentation, ils peuvent refuser et rester dans leur loyer. Après ça, s'ils décident de rester dans leur loyer et de refuser la hausse, ben, c'est le propriétaire qu'il faut qu'il demande au tribunal une fixation de loyer. Fait qu'après ça, ça va au propriétaire d'agir là, pour avoir sa hausse. Mais s'il n'y a pas d'action qui est prise par le propriétaire, ben, la hausse est annulée. Fait que vous gardez votre loyer au même prix. Fait que ça, on en voit des cas où les propriétaires, une fois que vous avez refusé la hausse, ils ne continuent pas les démarches. Fait que votre loyer reste au même prix. Fait que des fois, ça vaut la peine de juste la refuser. Là. Je voulais juste ajouter un point par rapport aux augmentations de loyer. Là, quand un locataire souhaite refuser puis entame une démarche pour négocier avec son propriétaire, c'est quand même possible de demander des chiffres. Là, qu'est-ce qui fait que l'augmentation elle serait justifiée à tel montant par mois? T'sais? Est-ce que le propriétaire peut fournir certaines estimations des dépenses qui ont été faites pendant l'année? Moi, c'est quand même quelque chose que je recommande aux gens de poser des questions. Pourquoi pour l'année suivante, ça serait 60$ d'augmentation? Tu sais, qu'est-ce qui vient justifier ça? Ouais. Puis c'est quelque chose qui est quand même concret. Puis quand on a des chiffres, ben on est capable d'en débattre puis de voir, ben est-ce que c'est légitime ou non, dans le fond. Il faut expliquer aux proprios de pas trop appuyer sur le crayon, de pas trop exagérer quand ils viennent à augmenter ton loyer au renouvellement de ton bail. Ben, je dirais que ça va dépendre des propriétaires. Là. Chaque propriétaire se négocie un peu différemment. C'est vrai. C'est sûr que si c'est une grosse compagnie ou un fonds d'investissement qui est basé à Toronto, c'est plus dur de négocier à ce moment-là. Pour des expériences personnelles, on peut parler avec le propriétaire, lui expliquer la situation, dire qu'on est des bons locataires, qu'on ne fait pas de troubles, qu'on reste là, puis... des fois, juste lui expliquer la façon que c'est calculé, la hausse des loyers, puis d'appuyer sur le fait qu'ils font quand même de l'argent sur le dos des locataires. Peut-être pas le dire comme ça, par exemple, là, mais ça peut les aider à revoir leur mode, parce qu'actuellement, les hausses sont tellement élevées que même les propriétaires, il y en a qui trouvent ça, que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Cool. Puis j'imagine que c'est pas tout le monde qui veut aller au hôtel. Comment qu'on pourrait faire pour encourager le monde d'y aller? Ben, moi, je trouve ça difficile, là, personnellement, parce j'en accompagne quand même beaucoup là, dans l'année les locataires qui pourraient aller au tribunal. Puis, c'est
quand même stressant là, comme processus. Là. C'est de passer devant un juge, de devoir argumenter, de se préparer. Il y a quand même une pression là, qui est importante. C'est des processus qui peuvent être très longs aussi. C'est sûr que d'aller chercher du soutien dans les organismes communautaires, mais aussi dans son milieu, ça peut aider. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent, qui ont vécu des expériences au tribunal, qui peuvent partager, qui peuvent aider à expliquer comment ça se passe. Mais tu sais, moi, en tout cas, je me dis toujours, même si la personne ne veut pas se rendre là, je comprends, parce que c'est quand même un processus qui est stressant puis demandant. Puis, tu sais, en fait, c'est que le système est au désavantage, là, les locataires là, qui doivent se battre pour faire respecter leurs droits. Le fardeau retombe sur les locataires, là, alors qu'on devrait avoir un tribunal ou un gouvernement qui défend les plus vulnérables, puis ceux qui ont plus besoin en ce moment. C'est vrai. Nous, notre comité, on a fait un fanzine sur la gentrification du quartier. D'ailleurs, il s'appelle aussi « Et si les trottoirs nous parlaient ?» Et on se demande dans les fanzines, les gens qui sont trop pauvres pour payer leur loyer, ils s'en vont où? Je sais pas trop, en fait. Là, honnêtement, il n'y a plus de logements disponibles, vraiment. La liste d'attente pour avoir un logement subventionné, elle augmente à chaque année. Là. Cette année, en février, il y avait 188 ménages dans le quartier Saint-Sauveur qui attendaient pour un logement social. L'année d'avant, on parlait de 144. Fait que la liste, elle augmente, c'est de plus en plus long, puis les projets prennent du temps à lever. Tout à fait. Puis, on le voit dans le quartier, les gros projets immobiliers privés avec des loyers, on parle de 4,5 à 1600, puis là, c'est là 2 ans. Là, fait que ça doit être quand même plus élevé que ça à cette heure-là. Ils poussent très vite, tandis qu'un projet de logement social, ça prend plus de temps. Puis là, le gouvernement, il investit pas assez, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui lève de terre en ce moment. Ça devrait lever plus vite que ça, là, en fait. Là. Donc, je sais pas quoi répondre, en fait, parce qu'il n'y a plus vraiment de place. Puis il y a moins en moins de maisons de chambre. Tout le monde est pris un peu à la gorge. Là. C'est l'itinérance. Ouais, c'est l'itinérance. Pendant l'itinérance croissante aux organismes comme le répit, l'eau-pour-rivière, puis toutes ces places-là. Quand on parle de solution à la crise, on parle souvent de construire plus de logements sociaux. Est-ce qu'il y en a assez dans le quartier? Nous, au comité, on a un comité qui regroupe des citoyens et des citoyennes là, qui s'intéressent à la question de la gentrification puis du logement. Ensemble, on avait défini que le taux pourrait être monté à 60% de logement social dans le quartier. Là, on est loin de ça. Là. On est en bas un peu de 20%, là, si je me souviens bien. Fait que oui, il y aurait de la place pour avoir plus de logement social. C'est juste qu'il y ait 188 ménages qui attendent pour un logement subventionné démontre le besoin. Puis on parle juste des gens de Saint-Sauveur, là, mais il y a du monde partout dans la ville là, qui en ont besoin. Là. C'est pas juste notre quartier. Donc, ouais, il n'y en a pas assez. Je sais pas. Puis qu'est-ce que, mettons, la ville pourrait faire pour solutionner ce problème-là? C'est que la ville, ils ont un programme pour acheter tes terrains, pour faire tes logements subventionnés avec ça. Ils en ont acheté un petit peu dans le quartier. Ouais. Là, comme l'ancien projet de coop de Rimène, qui est proche de l'hôpital au bout de la rue Saint-Luc. Les Sœurs aussi ont vendu un terrain à la ville. Il y a un terrain sur Cardinal Tachereau aussi là, qui est réservé pour du logement social. Il y a un projet de coop au coin de Kerouac et Aqueduc. Là, fait qu'il y a quand même, tu sais, la ville a quand même acheté des terrains. Ouais. Nous, on pense qu'elle devrait être plus proactive encore. Ouais. Puis aussi divers. Là, on parle d'achat de terrain puis de logement social, mais aussi d'autres moyens là, que la ville pourrait utiliser là, pour agir sur la crise actuelle. Comme par exemple, elle pourrait réduire le nombre d'évictions dans le quartier, s'assurer que les propriétaires ne font pas n'importe quoi, puis ne laissent pas dépérir leur logement, parce que on parle de ceux qui se font évincer, mais ceux qui restent dans leur logement, puis c'est rempli de moisissures, c'est pas vraiment mieux. Là, ils partent pour d'autres raisons. Là. Ah oui, tout à fait. Il y a des personnes qui ont supposément un bon emploi et qui n'ont pas accès à un logement subventionné, puis qui ont quand même de la difficulté à joindre les deux bouts, puis qui doivent aller à la distribution alimentaire. C'est quoi les alternatives pour ce monde-là?
qui est disponible pour ces personnes-là, il y a des logements abordables qui se construisent présentement par le gouvernement de la CAQ. Mais ce qui arrive, c'est que les logements sont relativement chers. Tu sais, ça peut convenir justement à des personnes qui ont un certain revenu puis qui font partie de la classe moyenne, par exemple. On parle d'un 3,5 financé par le programme d'habitation abordable du Québec. Ça coûte 899 $ dans la ville de Québec. Fait que tu sais, ça peut être une option, mais ça dépend, tu sais, des obligations des personnes. Est-ce qu'ils ont des enfants à charge? Qu'est-ce qu'ils sont capables d'assumer là, dans leur budget? Il y a cette option-là que le gouvernement présente comme étant une solution appropriée pour la crise. Mais en fait, dernièrement, dans les journaux, il est sorti qu'il y avait une bonne partie des ménages à faible revenu et modeste revenu qui n'étaient pas capables d'assumer le genre de loyer qui sont offerts dans les nouveaux projets financés par le programme d'habitation abordable du Québec. Je pense qu'il faut être très critique par rapport à qu'est-ce qui est investi en ce moment, quel genre de projet est financé par le gouvernement, parce que on constate finalement que c'est pas les personnes qui en auraient le plus besoin qui vont pouvoir vivre dans ces logements-là. Une des choses qui manque cruellement dans le quartier, ce serait par exemple des habitations à loyer modique qui sont basées sur une proportion de leurs revenus. C'est 25% du revenu qui détermine le prix du loyer. Ça, c'est une manière beaucoup plus appropriée d'offrir des logements aux ménages qui en ont le plus besoin, parce que ça se base pas sur le prix du marché. Présentement, le programme d'habitation abordable du Québec, ce qu'il fait, c'est basé sur le loyer médian. Donc, ça fait en sorte que il y a vraiment une composante en lien avec le marché de l'habitation de manière générale, et ça se base pas sur des critères en lien avec le revenu. Donc, je pense que ça, c'est un des éléments qui ne fonctionne pas dans le programme du gouvernement de la CAQ actuellement. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment améliorer. Ouais. Peut-être juste pour rebondir, là, ils prennent le calcul sur le revenu médian de la Ville de Québec, ce qui veut dire que le revenu médian, c'est qu'il y a 50% des gens qui payent plus que le revenu médian, 50% des gens qui payent moins que le revenu médian. Donc, quand on dit qu'on fait du loyer abordable, du logement abordable, à 30% du revenu médian, ce logement-là, il est abordable pour les 50% les plus riches de la ville, parce que les 50% qui sont en dessous du revenu médian, le loyer est plus de 30% pour eux. Fait qu'il il dépasse le seuil qu'on considère comme acceptable. Fait que tu sais, c'est du logement abordable, mais pour qui finalement? Là, donc, il faudrait prendre le percentile 30-25, par exemple. Par exemple, oui. Sinon, si on parle des condos de luxe, comme le projet Scali dans Saint-Sauveur ou l'îlot Dorchester dans Saint-Roch, pourquoi c'est important de se mobiliser contre ces projets-là de ce genre-là? Je pense qu'en ce moment, le maire Marchand il est très friand de projets de logements dans l'optique de construire le plus rapidement des logements pour combler les besoins en habitation dans la ville. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que justement, c'est pas suffisant de construire plus. Il faut vraiment avoir en tête qu'il faut des logements plus abordables, que les gens soient capables de se payer. Présentement, le maire il se positionne publiquement en disant que des logements à 3 000 $, on en a besoin dans Saint-Roch, on en a besoin dans le Vieux-Port. C'est pas des logements dont on manque en ce moment. Il y en a suffisamment. Pour lui, c'est comme dans une optique de OK, on va offrir des logements à 3 000 $. Ben, c'est positif pour le quartier parce que ça l'amène la mixité sociale. Mais je trouve qu'il y a comme quelque chose de vraiment controversé à présenter ça de cette manière-là, parce que ça l'assume que c'est normal qu'il y ait un quartier qui soit moins accessible pour certaines personnes plus défavorisées. Puis ça légitimise, en fait, des logements qui sont très, très chers. Puis les promoteurs, ben ils se font pas dire d'avoir un souci pour l'abordabilité. Tu sais, c'est quand même un rôle que la Ville de Québec pourrait jouer. Quand il y a des nouveaux projets qui se mettent en place pour du logement locatif, la Ville serait en position de négocier certaines conditions pour que les projets aillent de l'avant. Je sais pas, d'inclure certaines unités de logement social, par exemple, ou ça se ferait justement dans une optique qu'il y ait des logements abordables qui continuent de se construire dans le quartier. Tout à fait. En effet. Ta question, c'était
pourquoi se mobiliser. Là, Ouais. on a connu le Cali là, Ouais. dans Saint-Sauveur. Nos comités, on s'est mobilisés contre le projet. En effet. Puis, de fil en aiguille, on a quand même amené à ce qu'il y ait du logement subventionné, donc où les locataires vont payer 25% de leurs revenus pour y habiter, qui soit inclus dans le projet. C'est quelque chose qui n'était pas là au départ. Fait que c'est important de se mobiliser dans ces cas-là, parce que c'est pas les plus gros gains, mais c'est quand même des petits gains qu'on peut avoir, tu sais, puis je pense que c'est important, puis tu sais, quand on parlait de mixité, là, c'est pas juste faire des logements riches, des logements chers dans des quartiers moins aisés. Puis, on remarquera qu'on parle toujours de mixité quand on parle d'anciens quartiers ouvriers ou des quartiers plus défavorisés. Ouais. On parle rarement d'amener la mixité sociale à Sillery ou à Cap-Rouge, tu sais. Il faut arrêter d'avoir ce discours-là, là, de dire on va faire de la mixité en amenant des gens qui ont des moyens d'habiter dans des logements plus chers, qui consomment des biens plus dispendieux, qui changent la nature du quartier, qui changent le tissu social, au désavantage des gens qui sont là depuis très longtemps. Ouais. Les comités des citoyens, vous avez un projet de coop d'habitation sur le terrain de l'ancien bar Les Courouacs. Comment un projet comme cela est une réponse à la crise du logement dans les quartiers? Premièrement, ça offre des loyers qui sont moins élevés, là, qui sont en dehors du marché, plus accessibles là, pour la majorité des gens. Mais aussi, ça amène une certaine implication. Tu sais, c'est du logement qui appartient à la communauté, qui est développé par les résidents, par les locataires qui vont là. Fait que c'est pas un modèle qui est parfait. Là, on entend là, des histoires dans les coops que ça va pas tout le temps bien, mais il y a quand même une idée d'empowerment, de prendre contrôle de son habitation, de voir comme quelque chose de collectif. En fait, on travaille ensemble pour avoir des conditions de vie qui sont quand même décentes, en passant par le loyer. Au-delà de juste un loyer moins cher, là, quand même toute cette idée-là là, qui est derrière le mouvement coopératif. Merci. Merci beaucoup, Sophie et Guillaume. Si on peut se permettre une dernière question, qu'est-ce qu'on espère pour le quartier Saint-Sauveur dans l'avenir? Moi, personnellement, ce que je souhaite, c'est que tous les logements soient subventionnés, puis qu'il y ait plus de Airbnb commerciaux et illégaux. Puis toi, Cynthia, qu'est-ce que tu penses de ça? Tous les Airbnb, je trouve que ce n'est pas une bonne idée dans notre quartier. Déjà, les gens ils ont des difficultés à trouver un logement qui est abordable. Et si on ajoute encore des Airbnb, alors ça fait en sorte que ça favorise plus les propriétaires, puis ça amène encore les locataires à déménager de leur endroit idéal où ils restaient ensemble et tout ça. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, ce que je souhaiterais pour le quartier dans l'avenir, ce serait de voir d'autres projets de coopératives et de logement social se mettre en place. Je trouve que c'est vraiment puissant de voir des groupes de citoyens qui s'organisent puis qui mettent ensemble leurs forces pour créer des logements qui sont vraiment accessibles pour les gens. Puis je pense que c'est seulement à partir, seulement de cette manière-là, en fait, qu'on va être capable d'avoir un quartier qui est réellement mixte et où les gens se côtoient, parce qu'actuellement, ce qui est présenté dans Saint-Sauveur, c'est seulement des options où les personnes les moins nantis ne pourraient pas rester. Fait que moi, je souhaite une vraie mixité sociale, parce que je pense que c'est ça la beauté du quartier. Avec tous les organismes du secteur, il y a vraiment beaucoup de services, puis c'est un quartier qui est bon à vivre, donc je souhaite que tout le monde puisse en profiter. Puis toi, Guillaume, qu'est-ce que tu espères pour le quartier? Ben, tu sais, je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit, là. Je trouve ça intéressant. C'est ça, tu sais, plus largement, moi, parce que là, on parle de logement, là, mais plus largement, tu sais, de réfléchir le quartier dans un contexte de gentrification. Tu sais, c'est vraiment d'inclure les gens dans les processus de décision, les gens qui sont là, parce que c'est eux qui connaissent le mieux le quartier puis ce qu'ils ont besoin, en fait. Puis c'est de réfléchir quand on fait des nouveaux aménagements ou on fait des nouveaux projets à c'est quoi l'impact sur les gens qui sont là. Avec un biais favorable là, pour les gens qui ont moins de moyens, que ce soit les commerces, la perte de services, ça l'affecte les gens là, directement. Fait. Exactement. À chaque épisode, on va vous présenter une histoire sur Saint-Sauveur. Aujourd'hui, on vous présente l'histoire d'André. Je lui laisse la parole. Le quartier Saint-Sauveur.
Je suis arrivé dans le quartier Saint-Sauveur en 1994 dans un logement que j'ai loué sur la rue Saint-François-Ouest. À l'époque, j'avais un fils qui avait 1 an. La première semaine, accompagné de mon épouse et de Vincent, j'ai fait une tournée de reconnaissance du quartier. J'ai remarqué qu'il y avait une garderie sur la rue Saint-François, tout près de chez moi. J'ai découvert qu'il y avait une épicerie Bonichois, fermée depuis, à 30 mètres de chez moi. En continuant ma route, j'ai remarqué une autre épicerie pas très loin qui s'appelle l'Intermarché. J'ai aussi remarqué le restaurant chez Janine. C'était un restaurant familial, fermé depuis. Heureusement, un autre restaurant a ouvert ses portes pas longtemps après, dans un local près de chez moi. Il s'appelait le restaurant Vallière. Lui, c'est la pandémie de COVID-19 qui l'a tué. Il y avait près de chez moi la bijouterie Gagnon. Un jour, je suis entré avec mon épouse pour me présenter et pour rencontrer les employés. Un des employés a demandé à Francine, mon épouse, de lui montrer sa bague de fiançailles. Il lui a dit « Il faudrait resserrer les griffes de votre bague. » Pour un prix raisonnable, il a réparé la bague. Il y a aussi un petit dépanneur pas très loin du bijoutier. Un jour, lors de mes tournées de reconnaissance, je me suis ramassé sur la rue Marie de l'Incarnation. Je désirais m'en retourner chez moi, mais la rue Saint-François-Ouest ne débouche pas sur la rue Marie de l'Incarnation. J'étais perdu. Quelqu'un de gentil m'a expliqué comment retourner sur la rue Saint-Vallier. Et quand j'ai vu l'épicerie et l'Intermarché, je savais comment retourner chez moi. Une voisine m'a dit de ne pas laisser une chaise dehors si je ne suis pas assis dessus, car je risquais de me la faire voler. Elle avait un peu raison. Dans le temps, je faisais affaire avec l'Eau-Bois-Châtel. Je travaillais de nuit et j'ai laissé une cruche vide et un chèque. Je me suis réveillé et j'ai vérifié si le livreur avait passé. La cruche avait disparu, mais aucune cruche d'eau pleine n'était disponible. La voisine avait raison. J'ai dû laisser une note dans la porte demandant au livreur de sonner. J'ai dû faire un nouveau chèque couvrant le prix de la cruche vide et de l'eau. Moi, je travaillais de nuit et une autre voisine m'a dit « Ne sors pas le soir dans le quartier, tu risques de te faire égorger à tous les coins de rue. » Il se peut que cette dame se soit fait agresser, mais moi, en 30 ans, il ne m'est jamais rien arrivé. Souvent, je montais à la Haute-Ville à pied. Pourquoi se procurer des passes d'autobus quand tu peux marcher? J'ai aussi découvert que je pouvais aller au centre d'achat Place Fleur-de-Lys à pied. J'admets que c'est une promenade d'aller-retour de 2h30, mais si Maxi offre un spécial sur un ingrédient que tu as besoin pour cuisiner, si tu dépenses 6 piastres d'autobus, ça vaut pas la peine car tu dépenses le prix du spécial en payant l'autobus pour se rendre chez Maxi. J'ai aussi accès à 2 caisses populaires où je peux aller à pied. J'ai aussi découvert 2 endroits où je peux aller m'acheter des billets d'autobus. J'ai accès à une cave dans mon appartement. Il y a une trappe semblable à un caveau à patates comme il y avait dans les anciennes maisons. Les caves n'étant pas chauffées, les gens entreposaient leur nourriture pour la conserver. Le bloc où j'habite a plus que 100 ans. Les appartements ont été rénovés et sont comme des appartements ordinaires. Je me suis construit dans la cave un atelier de menuiserie. Je suis allé m'acheter diverses machines de menuiserie. Un ami m'a dit que j'étais fou d'investir près de 1 000 $. Je lui ai signalé qu'il fume à peu près un paquet et demi de cigarettes par jour. Il brûle son 1 000 $ facilement chaque année, et moi, je ne l'investis qu'une fois. Je récupérais quelques-uns des vieux divans qui traînaient sur le trottoir. Avant, je vérifiais s'ils étaient construits en bois franc. Je vérifiais s'ils n'étaient pas infestés de punaises de lit. Je m'étais fabriqué un chariot pour pouvoir les transporter chez moi. Ça me prenait 1 heure pour les débourrer, 1 heure pour séparer les pièces de bois les unes des autres. Il me fallait ensuite 7 heures pour enlever les bouts de tissu qui restaient sur le bois, les vis, les crampes sur le bois.
Les rembourreurs sont généreux sur leur cran. J'ai mesuré les pièces de bois que me donnait Divan et je suis allé chez Rona. Je me suis aperçu que j'avais plus ou moins 100 pièces de bois par divan. La majorité du temps, j'utilisais ce bois pour fabriquer des coffrets pour placer un jeu de Monopoly. Mes jeux de Monopoly étaient améliorés. Je rajoutais 2 paquets d'argent par jeu. Chaque billet de banque du jeu de Monopoly avait une estampe au dos pour certifier que ces billets venaient bien de ce jeu. Quelquefois, quand tu invites des amis à venir jouer au Monopoly avec toi, ils apportent l'argent de leur propre jeu. S'ils deviennent riches subitement, je n'ai qu'à retourner son billet et s'il n'a pas la bonne étampe, ce billet de banque ne vient pas de ce jeu. Je plastifiais les cartes des terrains, des chances et des caisses communes, les rendant impossibles à déchirer en deux par accident. Je remplaçais les petits pions en étain mât par des pions en bois de couleur vive. Pour les amis proches, j'allais chez un atelier où les employés fabriquent du lettrage en vinyle avec un adhésif. Quand l'employé colle le lettrage sur mon coffret, je retournais dans mon atelier et j'appliquais 3 couches de vernis pour couvrir le lettrage pour l'empêcher qu'il décolle tout seul par usure. J'ai pratiqué la menuiserie pendant 20 ans et j'ai encore 10 doigts. J'ai aussi fabriqué plusieurs planches de bois cintrées de par 3 côtés par des cordons de demi-pouce. Ces planches permettent de glisser des tartes et des pâtés et de les récupérer sans se brûler. L'hiver, le déneigement est assez bien fait. Il passe la gratte assez régulièrement et les trottoirs sont régulièrement entretenus. J'ai de la chance. Les propriétaires font affaire avec une compagnie de gestion. Cette compagnie offre à son service plusieurs corps de métier. Quand un locataire a besoin d'un électricien, la compagnie lui envoie l'électricien en question dans les jours qui suivent si ce n'est pas urgent. Pour une urgence, ils envoient leurs employés qualifiés immédiatement. Les propriétaires n'ont pas le stress d'être dérangés à toute minute. Ça fait plus de 30 ans que je vis dans le quartier et je suis très heureux. Merci beaucoup à nos auditeurs. Merci Sophie et Guillaume, Sikaya et la Concerte pour l'enregistrement du balado aujourd'hui. Ce balado a été rendu possible grâce à la Fondation Lucie et André Fognon. C'était Sandia et Julien pour « Et si les trottoirs nous parlaient ».